Démarrer. Parfait. Bonjour à tous. Alors, je vois qu'il y a déjà une centaine de participants en ligne. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat si vous m'entendez bien, si vous nous voyez bien? Ah, génial. Ah, il y a la déferlante, là, ça fait plaisir. Ça commence. Super, bon, ça a l'air de bien fonctionner. On va attendre quelques minutes que tout le monde puisse bien se connecter. Vous êtes très nombreux à vous êtes inscrits à ce live, donc ça fait ultra plaisir. On est ravis que le sujet du coup vous parle. Alors pour vous expliquer un peu le concept sur Livestorm, si vous n'êtes jamais connecté à cette plateforme, donc vous avez l'onglet chat dans lequel vous êtes en ce moment en train de tous vous saluer, un onglet questions. Si pendant la présentation vous avez des questions, essayez de favoriser cet onglet-là, ça nous permettra de mieux les filtrer. Vous pouvez aussi voter pour des questions qui ont été posées. Donc on répondra en priorité aux questions qui sont les plus populaires, donc vérifiez que la question n'a pas déjà été posée. J'ai aussi lancé un petit sondage dans l'onglet sondage. Ce live, c'est potentiellement le premier d'une série de live concernant les freelances. Donc pour nous indiquer un petit peu quel sujet vous voudriez voir dans les prochains épisodes, donc c'est dans l'onglet sondage, donc pour savoir un petit peu quels sont vos enjeux principaux actuellement. Donc aujourd'hui, on va parler particulièrement de la relation client et du coup du démarchage dans ce temps de crise, mais il y a évidemment plein d'autres sujets qui peuvent être abordés. Je ne sais pas si tout le monde, je sais que tout le monde n'est pas client chez Shine, donc potentiellement vous n'avez pas eu toutes les ressources jusqu'ici, mais en tout cas, nous, on s'est vraiment appliqué à créer énormément de contenu, notamment sur toutes les infos ou toutes les questions que vous pourriez vous poser sur votre activité dans cette période-là, les aides qui sont dispo, l'éligibilité potentielle, le cumul de plusieurs aides. On va vous poster à la fin de cet événement dans le chat toutes les ressources disponibles qu'on a fait. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Shine Community sur Facebook si vous n'en faites pas déjà partie. Ça vous permettra d'échanger de manière générale avec tous les freelances de la communauté, d'échanger avec nous aussi et d'être au fait de toutes les dernières infos qui sont lancées parce que le gouvernement a fait de nombreuses annonces, donc ça change assez régulièrement. Donc, n'hésitez pas à vous intégrer là-dedans. Les questions, je disais, dans l'onglet questions. 14h02. Pour vous parler un petit peu de cet événement, donc c'est le premier qu'on a appelé le Free Time, donc c'est vraiment un événement pour les freelances, par les freelances. Donc on a invité 3 de nos clients Shine qui justement animent eux-mêmes des communautés de freelance et avec lesquels on travaille. L'idée, alors là il y a une slide, hein, mais l'idée c'est vraiment pas d'en faire une présentation en 3 parties, c'est vraiment une discussion. Donc voilà, on va aborder plusieurs sujets, mais si vous êtes dans une situation de difficulté ou non en ce contexte-là et que vous voulez partager votre expérience, vos conseils vous-même, on est ravis de l'intégrer aussi, et voilà, faites-en profiter toute la communauté. Donc voilà, donc n'hésitez pas à en parler dans le chat. C'est vraiment le but, c'est que ce soit interactif. C'est vrai qu'au départ, quand le confinement a commencé, on ne s'est pas forcément dit que les freelances seraient les personnes les plus impactées par la crise, parce que Shine, c'est effectivement une banque pour les freelances, mais aussi pour tous les indépendants. On s'est dit, ils sont habitués au télétravail, ça ne devrait pas être les plus touchés. Et finalement, on a eu énormément de retours de freelance avec des missions qui ont été annulées, des clients qui ne répondent plus, des règlements de factures très en retard, une prospection qui s'est avérée plus difficile. Donc c'est pour ça qu'on a créé ce premier épisode, pour que ça puisse vous donner quelques conseils, que vous ayez des retours d'expérience, et on espère que ce sera intéressant pour vous, et on essaiera d'en créer d'autres sur d'autres thématiques. Donc n'hésitez pas à aller voter dans l'onglet sondage pour les prochains enjeux que vous souhaitez qu'on aborde. Bon, je pense que là, la plupart des participants sont arrivés, donc on va commencer doucement. Alors voilà, moi je suis Juliette, je fais partie de l'équipe Shine, et donc c'est moi qui vais animer ce premier live pour les freelances. On va parler démarchage et relations clients en période de crise, et on a 3
freelance avec nous aujourd'hui, qui font des métiers très différents. Et je vais les laisser se présenter. Donc, on a Jeanne, Ludovic et Joanne. Je vous laisse vous présenter les uns après les autres. Jeanne, vas-y. Merci, honneur aux femmes. Jeanne, je suis consultante en stratégie social média. En gros, j'aide les marques à se démarquer sur les réseaux sociaux et à transformer leur communauté en clients. Bon, je vais y aller du coup, vu qu'on est dans le même cadre. Donc, moi, c'est Ludovic et je fais de la publicité Facebook pour les acteurs de la formation. Et salut à tous, moi c'est Johan, je suis web designer et formateur freelance. Et à côté de ça, j'ai également une chaîne YouTube qui s'appelle Pour toi freelance, où je donne d'ailleurs des conseils aux freelances. Génial. Alors, tous les trois, je sais qu'on en a déjà discuté, donc on va pouvoir en reparler. Vous êtes dans une situation ultra différente face à cette crise. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu quels impacts a eu cette crise sanitaire sur votre activité? Peut-être Johan, tu veux commencer? Alors, oui, je peux. Alors, ce qui est assez spécifique, c'est que vu que j'ai d'un côté la partie web design, donc je crée des sites internet pour mes clients, j'aide à la conversion et ce genre de choses, eh bien, j'ai cette partie-là qui effectivement a très bien marché. En fait, au moment où tout simplement la crise sanitaire est apparue, eh bien, il faut se dire que moi, je crée des sites pour mes clients et ces clients-là, généralement, n'ont pas beaucoup de temps. Et depuis qu'il y a la crise, eh bien, ils ont beaucoup plus de temps vu qu'ils sont à la maison. Et donc, dans ce cas-là, maintenant, j'ai plein de sites web à créer avec mes clients, donc en ce moment. Mais bien entendu, c'est aussi un bien pour potentiellement un mal, puisque ça veut dire que si je fais tous les sites internet aujourd'hui, potentiellement, dans les mois à venir, je vais peut-être avoir le contre-coup de la crise sanitaire. Après, de l'autre côté, j'ai également le côté formation présentielle, donc c'est-à-dire des formations physiques, où justement je forme sur le marketing digital. Eh bien, ces formations-là, vu que c'est physique et que la plupart des apprenants ne veulent pas forcément faire du distanciel, donc avec de la visioconférence comme vous nous regardez justement aujourd'hui, eh bien, dans ce cas-là, tout a été décalé. J'ai d'ailleurs eu des contrats justement où j'avais par exemple 2 mois entiers de formation non-stop qui ont d'ailleurs été annulés. Donc forcément, ça va impacter mon chiffre d'affaires sur l'année 2020. Donc on est plus ou moins tous impactés. En tout cas, on le voit déjà avec ces deux corps de métier en tout cas. Super. Effectivement, 2 sources d'activité, c'est aussi c'est multiplier ses sources de revenus. Et c'est peut-être un épisode qu'on abordera après, parce que je pense qu'effectivement, sur la prestation de service, on perd, par exemple, 1 ou 2 gros clients. Ça peut être une piste. Ludovic? Ouais, alors moi, c'est un contexte un peu différent. Donc, pour revenir un peu sur le sujet, moi, j'avais 3 clients que j'avais signés juste avant justement le confinement. Et vu que je précisais tout à l'heure que je m'occupe des acteurs de la formation, donc c'est des acteurs qui faisaient des formations en présentiel. Donc, certains malheureusement ont dû arrêter leur activité, n'ont pas pu forcément passer sur le online. Mais j'ai un client principal qui a un peu changé ses habitudes, qui a un peu pivoté et donc du coup qui fait ses formations en ligne. Mais en tout cas, sur mes 2 autres clients, du coup, on a dû mettre en pause justement l'activité. Donc, je me retrouve avec un client pour l'instant. Donc, c'est comme ça que j'ai été impacté plus personnellement. Super. Et moi, du coup, pardon. Ouais, moi, du coup, j'ai été impactée un peu dans l'autre sens, donc c'est assez drôle justement d'en parler parce que comme je m'occupe vraiment de la stratégie sur les réseaux sociaux, en fait, j'ai dû revoir toutes les stratégies pour mes clients actuels qui sont des clients long terme. Donc, en fait, moi, ma mission, elle s'est un peu décuplée parce que j'ai dû retravailler ce que j'avais déjà fait et ce que j'avais programmé en fait sur les mois à venir. Donc voilà, ça a été un peu en urgence. Fallait tout retravailler en urgence, mais ça m'a fait plus de boulot au final qu'autre chose. Ouais, c'est vrai qu'on parle beaucoup de comment nous adapter, mais c'est vrai que nos clients qui sont souvent moins habitués que les freelances à travailler à distance, à travailler avec plein d'outils un peu agiles, c'est aussi le moment de les accompagner. Jeanne, est-ce que tu veux nous raconter un petit peu plus comment est-ce que tu as pu les accompagner dans ce contexte-là? Parce que j'imagine que c'était dans des délais ultra serrés. Ouais, comment les accompagner la plus grosse partie là de mon boulot, c'était déjà peut-être d'être vachement à l'écoute et de rassurer aussi par rapport
à ce qu'ils font et par rapport à la crise, il y a pas mal de boîtes en effet qui ont pas mal de soucis financiers. Nous, l'avantage en fait de continuer à parler sur les réseaux sociaux, mais d'une manière différente, peut-être. Moi, en l'occurrence, là, c'est plus discuter sur les réseaux sociaux, mais de manière plus divertissante, parce que les gens sont quasi tous chez eux et qu'on entend beaucoup d'infos qui sont pas forcément, qui sont un peu angoissantes. L'idée, c'était vraiment d'essayer de divertir au maximum les différentes communautés et de leur montrer qu'on peut quand même passer du bon temps, même en étant chez soi. Donc, moi, mon rôle là-dedans, c'est vraiment d'être très présente, plus que d'habitude, vraiment par rapport à mes clients, quoi. Super. Bah, c'est vrai que toi, du coup, tu as beaucoup de travail, mais c'est peut-être un luxe par rapport à d'autres freelances qui se sont vus. Oui, c'est clair. Et c'est vrai que j'en ai conscience. Et c'est vrai que ça peut être assez dur pour le moral. Enfin, Ludovic, je ne sais pas si tu veux nous raconter un peu, si tu as des conseils, toi, pour les gens qui, comme toi, se sont vus annuler ou reporter des missions d'un point de vue organisation, d'un point de vue moral. Est-ce que tu as des choses à partager de ton côté? Ouais, en plus, ce qui s'est passé, c'est que ça arrivait pile au moment où je commençais vraiment à accélérer mon activité. Donc, c'était en fait la première fois où j'avais 3 clients. Et il y en a un que je commençais vraiment à signer juste avant le confinement. Et au final, on n'a même pas eu le temps de signer. On a dû directement mettre en pause parce que c'était pas possible. Ensuite, il y avait un autre client où on avait déjà fait un test sur un premier mois où ça s'était bien passé. Mais du coup, on devait se revoir pour justement continuer, voir si on partait sur une mission plus long terme. Et ce qui s'est passé, c'est qu'eux, ils ont gelé les budgets acquisition. Donc, c'est plus en pause que perdu. Mais c'est peut-être que dans les prochains jours, peut-être que quand la situation reviendra, peut-être qu'on pourra reprendre ça. Donc, ce que j'ai fait, j'ai quand même gardé le contact avec ce client, même si au final la mission s'était arrêtée. J'ai envoyé par exemple des choses toutes bêtes, mais j'ai envoyé en fait avec notre activité, tous les deux, on a une chaîne YouTube qui aide les gens à travailler en télétravail, donc qui aide les indépendants. Et on a été amené à écrire un article de presse sur le sujet. Donc je l'ai envoyé à mon ancien client en disant, à côté j'ai un side project qui parle du télétravail, donc peut-être que ça peut aider pour tes équipes. Il y avait aucune idée derrière, mais juste quand même garder un petit lien. Et je me suis dit, ça peut être utile quand même de garder ce lien sans même pour autant vendre ou discuter de la suite. Donc vraiment prendre des nouvelles des personnes à qui les missions sont en pause et ensuite rassurer les clients qu'il te reste pour être vraiment pour vraiment les rassurer au quotidien et surcommuniquer aussi sur cette situation pour les accompagner, pour être un peu plus empathique sur les sujets qui les touchent. Oui, c'est vrai que le côté un petit peu approche directement avec son client ou avec ses leads d'ailleurs, aujourd'hui, je pense qu'on est tous un peu dans une situation où il ne faut pas être dans une approche trop vendeuse, parce que ça peut être un peu mal vu, mais à la fois, c'est vrai que c'est un peu indispensable. Est-ce que, Joanne, toi, tu as des petits tips à nous partager sur comment aborder un petit peu ce petit shift de relation peut-être? En fait, je pars vraiment du principe que le terme de crise, finalement, ça veut juste dire qu'il y a une problématique qui va arriver dans un instant donné et que c'est temporaire. Mais en fait, pendant cette période temporaire, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Là, effectivement, on a un peu plus de vision sur les semaines à venir par rapport à la crise sanitaire. Mais une crise, ça peut revenir à n'importe quel moment. Et je pars du principe que pour réussir à avoir un business pérenne dans le temps, il faut réussir à pivoter de la bonne manière au bon moment. Et par exemple, là, forcément, avec cette crise, eh bien, avec les clients, justement, qui peuvent avoir potentiellement des problématiques, il faut partir du principe que autant avant, potentiellement, on pouvait se dire, on va attendre que le client vienne vers nous, qu'il fasse appel à nos services. Mais aujourd'hui, en fait, c'est nous qui sommes acteurs auprès du client. Le client, peut-être que lui, il est totalement perdu. Et en fait, toi, en tant que professionnel, eh bien, il faut que tu puisses justement l'épauler. Alors, bien entendu, ça ne fonctionnera pas pour tous les corps de métier, pour tous les clients, mais à un moment donné, je pense qu'il y a la possibilité d'épauler en fait au maximum son client, même si c'est juste pour le rassurer ou pour lui donner des petits tips pour aller vers telle ou telle autre personne ou autre prestataire, si jamais il y a peut-être un levier justement à activer pour que son business ne coule pas justement pendant la crise. Parce que je pars du principe qu'en fait, en tant que freelance, on est totalement lié à nos clients. Donc en fait, si les clients ne vont pas bien, on n'ira pas bien non plus. Donc, l'objectif, c'est que voilà, on est tous sur le même bateau et on doit essayer d'aider justement les entrepreneurs. Absolument. Mais c'est vrai que je pense que c'est intéressant de voir aussi cette période comme
un shift à opérer peut-être de manière plus long terme, parce que c'est vrai que là, c'est une crise, mais ça pourrait se repasser, alors, dans le cas du coronavirus, mais dans d'autres cadres aussi. Et c'est peut-être l'occasion de prendre des bonnes habitudes. Du coup, on a parlé justement de cette perte de mission. Est-ce que suite à ces pertes de mission, Ludovic, toi, tu as essayé de prospecter un petit peu potentiellement pour trouver d'autres... alors, c'est vrai que dans l'éducation, du coup, il y a quand même pas mal d'organismes qui sont en ligne. Est-ce que côté prospection, tu as l'impression que ça mord ces temps-ci ou, comme on en a beaucoup entendu parler, c'est assez mort? Ouais, bah du coup j'ai un petit peu adapté à ma prospection. Souvent, prospection ça fait un peu peur, mais en fait pour moi c'est plus engager des conversations. Avant j'avais tendance à le faire plus par mail, donc un peu prospection à froid. Donc ça j'ai complètement stoppé parce que je pense que là en ce moment prospecter par mail ça devient un peu plus compliqué. Donc, ce que je fais c'est je passe plus par les réseaux sociaux, donc entre autres LinkedIn, et j'essaie vraiment d'engager des conversations. Donc quand je vais ajouter quelqu'un, je vais lui demander. Typiquement dans la formation, je lui demande est-ce qu'il a adapté ses formats en ligne. Donc je l'ajoute juste pour ça. Derrière, je vois rien et c'est juste pour prendre un petit peu le pouls pour savoir comment il va. On discute. Et puis si je vois par exemple que justement il a adapté en ligne, mais qu'il a du mal à se faire connaître, ben là je vais dire est-ce qu'on peut se faire un appel téléphonique pour discuter. Moi, je peux vous aider avec de l'acquisition sur Facebook. Donc au début, j'ai pas du tout envoyé un message en disant bonjour, je vends de la publicité sur Facebook. Vraiment plus adapté et peut-être qu'on va discuter pendant une semaine et ensuite on va faire un call une semaine après, ou peut-être qu'on va pas du tout faire de call, mais au final tu as une approche qui est complètement différente où tu n'essaies pas du tout de te vendre, tu es vraiment dans l'empathie et pour voir en fait dans ta niche, si tu as une niche, comment en fait ta niche vit un peu la crise. Ouais, carrément. C'est vrai que on en revient à ce sujet un peu plus créer de la valeur en proposant de l'accompagnement et peut-être une analyse justement sur laquelle toi tu es spécialisé, d'être plus dans une approche discussion et moins voilà mon offre et voilà mon portfolio, etc. Super. Est-ce que l'un de vous a lancé peut-être, je sais pas, un autre canal? Là, tu parlais de LinkedIn, mais c'est vrai que vous, de toute façon, vous avez déjà pas mal de réseaux sociaux. Mais je pense que ça peut être intéressant pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui de se lancer potentiellement sur des plateformes ou des médiums qu'ils connaissent pas trop. Je sais que Joanne, toi, tu es un peu sur ces sujets. En fait, justement, ce que Ludovic a dit, en fait, ça m'a directement parlé parce que toi, tu parles de tout simplement réorienter, on va dire, ta prospection habituelle, mais l'adapter à la crise. Ouais. Et justement, ça fait partie selon moi, l'un des deux leviers de démarchage client. Et l'autre, en fait, c'est tout simplement créer une nouvelle offre, ce que tu nous proposes justement, Juliette. Et je peux vous donner un exemple très précis. Depuis en fait le début de la crise, donc là depuis le début du mois d'avril, en fait avec mon développeur, parce que je travaille du coup en collab, eh bien on a tout simplement décidé de lancer une offre pour notamment les producteurs locaux. Parce que l'objectif, en fait, c'est que les producteurs locaux, au moment où le confinement est apparu, eh bien, ils ne pouvaient plus vendre leurs fruits et légumes. Et à part les très rares producteurs qui avaient des sites en ligne, eh bien, tous les autres étaient totalement à l'arrêt ou bien avec des normes d'hygiène qui ne pouvaient pas fonctionner avec la situation actuelle. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de lancer une nouvelle offre, une nouvelle offre de site internet, de boutique en ligne, où directement, on fait le marché en ligne avec différents types de producteurs. Et finalement, à partir de là, eh bien, début du mois d'avril, on a fait notre prospection là-dessus. Et du coup, on a commencé à lancer des sites pour des producteurs locaux qui, finalement, au démarrage, personne ne l'aurait fait hors crise. Mais là, une fois qu'on arrive dans la crise, ils l'ont. Ça fonctionne pendant la crise. Et en plus, ce site-là, il est pérenne puisque maintenant, ils l'auront à vie et ils pourront l'utiliser en permanence. Et donc, ils ont fait une véritable transition digitale alors qu'ils n'auraient pas imaginé que ça arrive aujourd'hui, tout simplement. Absolument. Et je pense qu'il existe aussi plein de médiums sur lesquels les freelances ne sont pas forcément présents. Aujourd'hui, j'imagine que le réflexe un petit peu quand tu te lances en freelance, c'est potentiellement d'intégrer une plateforme de mise en relation, parce que tu n'as pas forcément encore beaucoup de recommandations et c'est plus facile. C'est vrai que ce confinement, alors c'est peut-être un moment où il y a moins de missions, mais c'est peut-être l'occasion de développer un site, un portfolio, de se lancer sur des réseaux sociaux, je sais pas, créer un Patreon, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Et c'est peut-être le moment de profiter de ce temps finalement qui n'est pas perdu, mais
qui est à mettre à profit pour la suite. Ah, mais justement, ce qui est problématique certainement, c'est que les nouveaux freelances, c'est énormément d'investissement au démarrage pour aller sur YouTube, Instagram, Facebook, Patreon ou partout. Et en fait, si on leur balance ça tout de suite, c'est plus simple d'aller sur une plateforme pour freelance plutôt que de se créer un personal branding qui va être suffisamment solide sur 2-3 plateformes pour vraiment démarcher des clients. Et d'ailleurs, en fait, quand les gens s'inscrivaient quand vous vous inscriviez à la conférence, on vous a normalement demandé un petit peu votre profil. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait énormément de personnes qui étaient en création d'activités, donc des gens qui se sont lancés il y a moins d'un mois ou qui veulent se lancer actuellement. Alors, peut-être que certains se disent pourquoi j'ai choisi ce moment. C'est potentiellement pas le meilleur. Mais ça peut être une opportunité aussi de prendre le temps, parce que c'est vrai qu'on est souvent pressé quand on se lance en freelance. Il me faut mon premier client, il faut... Et c'est vrai que je pense que la plupart des gens ont tendance à peut-être s'éparpiller au départ, à se dire il me faut un site pour que ça ait l'air sérieux, il faut que je sois sur tous les réseaux et à s'éparpiller. Est-ce que vous avez des conseils justement pour ces personnes qui se lancent dans ce contexte en particulier? Moi, mon premier conseil, ce serait, en final, ça peut paraître peut-être pas du tout la bonne période pour se lancer, mais au final, c'est peut-être pas mal aussi d'avoir le temps de réfléchir complètement à ce que tu veux apporter à tes clients et l'offre que tu veux leur vendre. Se prendre là, je sais plus combien de temps dure le confinement, 2 mois peut-être, se prendre ces 2 mois-là où tu te formes sur tout ce que tu veux faire, tu crées ton site internet, tu commences à réfléchir quel est ton client idéal. En fait, finalement, moi, je trouve que c'est limite le temps parfait et j'aurais bien aimé, alors c'est bizarre de dire ça, mais avoir ça au début et j'ai pris ce temps-là, moi, au début, je me suis donné ce temps-là et je trouve que c'est quand même cool. Hein. Faut le voir de ce côté-là, je pense. Et surtout, il y a une phase qu'on recommande pas mal, nous, notre communauté, avant de vraiment se lancer, aller chercher ses premiers clients, c'est avoir une phase de questionnement avec des prospects potentiels pour en fait comprendre s'il y a vraiment un besoin par rapport à ton offre. Donc, du coup, pour cette phase ici de questionnement, je pense que les gens, tes prospects, auront beaucoup plus le temps vu qu'ils sont à la maison. Donc, prendre 1 heure par téléphone juste pour répondre à des questions sans forcément qu'il y ait quelque chose derrière. Mais je pense que du coup, ils seront bien plus disponibles que s'ils étaient un peu dans le feu de leur vie quotidienne, entre 2 rendez-vous ou entre 2 taxis à aller chercher des potentiels clients pour eux, par exemple. Moi, je suis totalement d'accord avec Jeanne et Ludovic. En fait, je pars du principe que pour lancer une activité, un business, il faut de la préparation. Effectivement, aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de se préparer, de se former, que ce soit en lancement d'entreprise ou autre. C'est le meilleur moment, en fait, aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on ne se lance pas forcément comme ça à la va-vite. Je ne sais pas si vous, Jeanne et Ludovic, vous étiez slasher, donc à la fois freelance et salarié, mais effectivement, se lancer vraiment de zéro et se lancer comme ça rapidement en 2-2, ça ne se fait pas forcément aussi rapidement. Quoi. Et c'est vrai non, on était en CDI tous les deux avant et dans des domaines, alors moi pas très différents parce que je travaillais dans la publicité digitale, donc ça se rapproche, mais toi complètement différent. Oui, il y a une bonne phase. Je pense entre le moment où j'ai démissionné et le moment où j'ai envoyé mon premier mail de prospection, il a dû se passer au moins 3 mois, voire 4 mois. Ouais. Donc le temps du confinement finalement. Donc voyez le confinement comme quelque chose de positif. Et c'est vrai que sur le freelancing, on parle assez peu aux nouveaux freelances de la construction d'une offre, parce qu'on a l'impression, c'est ce qu'on ressent, hein, parfois on se dit, j'ai fait une école de graphisme, donc je vais être graphiste. Alors, il ne faut pas absolument se fixer sur, parce qu'on lit beaucoup d'articles là-dessus, il faut avoir sa niche, etc. Mais effectivement, comme n'importe quel business, comme vous le feriez si vous montiez, je ne sais pas, une boutique, un e-commerce, etc., c'est vraiment ultra important de définir son offre par rapport à un besoin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors on a un peu 2 cas, j'imagine. Il y a d'un côté des gens qui répondent plus du tout. Alors peut-être malades, on ne sait pas, mais potentiellement en chômage partiel. Enfin, il y a clairement des gens qui répondent plus, ou des gens qui sont tellement occupés parce que il y a plein d'industries dans lesquelles cette crise, ça demande beaucoup plus de boulot, mais comme le disait Ludovic, il y a beaucoup de gens qui sont devant leur ordinateur tout le temps, alors qu'ils le sont probablement beaucoup moins d'habitude, dont l'activité a potentiellement un peu baissé, et qui sont beaucoup plus dispo à échanger avec vous calmement et à vous donner des tips. Donc, ça peut être une super opportunité.
Je vais commencer à regarder un petit peu les questions. Ouais, top. Il y en a. Alors, pas mal, hein. Alors, Adeline qui nous demande quel profil type de client répond aux prospections actuellement, d'après vous, vos retours? Est-ce qu'il y a un profil type de client qui répondrait un peu plus qu'un autre? Peut-être juste, je vais juste répondre 2 secondes. Je vais peut-être juste te donner l'exemple d'avant. En fait, on a lancé une offre pour un type de client en particulier qui avait un problème. Eh bien, c'est simple, en prospectant ce prospect-là qui a le problème, on a pointé son problème du doigt, on lui propose une solution. Bah, dans ce cas-là, ils sont totalement réceptifs. En tout cas, pour ce type de client-là. Ouais, c'est vrai que ça peut être ultra pertinent d'aller voir justement ces acteurs-là, au-delà d'un profil type grande entreprise ou travailler avec des PME ou telle ou telle localisation. C'est vrai que si vous êtes sur une compétence qui peut être mise à profit et c'est vrai que le côté digitalisation, enfin, c'était le plus évident, mais il y en a sûrement d'autres. Ça peut être une opportunité ultra intéressante. Enfin, Ludovic, par exemple, les cours qui sont en présentiel, les passer en ligne, enfin, ça fonctionne directement. Les coachs, enfin, il y a énormément d'activités, même tous les restos qui d'un seul coup proposent de la livraison. Enfin, il y a plein d'outils qui peuvent être mis en place. Pour les producteurs locaux, c'est aussi un sujet qui m'intéresse pas mal en ce moment. Donc, il y a plein d'initiatives sympas. Donc, c'est vrai que c'est l'occasion aussi de mettre à profit ces compétences et justement d'en faire quelque chose d'aussi plus bénéfique pour le monde, on va dire. Alors, Hélène, avez-vous changé, adapté vos offres durant le confinement et pensez-vous devoir le faire par la suite? Adapter vos offres, du coup, Jeanne, toi, tu as adapté pas vraiment ton offre, mais j'imagine ta manière de travailler. J'ai pas adapté, mais en vrai, j'ai quand même eu. Alors, malgré que j'ai eu plus de travail que d'habitude, j'ai quand même eu aussi plus de temps pour moi, parce que même le week-end, le soir, je suis chez moi et je suis pas au resto ou en soirée ou des choses comme ça. Donc, j'ai quand même plus de temps pour moi et j'ai quand même eu le temps de réfléchir à moi comment je pouvais faire évoluer mon offre. Mais après, c'est plus avoir eu le temps, je m'en suis servi, quoi. Et moi, pour le coup, j'ai créé une nouvelle offre. Après, j'ai pas communiqué dessus. Pour moi, c'est plus une brique qui vient s'ajouter à ce que je faisais avant. Donc, moi, pour mes prestations de publicité Facebook, donc je propose systématiquement un accompagnement de 3 mois. Et vu que certains en ce moment n'ont pas forcément la visibilité sur leur calendrier, ils sont pas capables de se projeter sur 3 mois, bah, j'ai proposé une offre de coaching qui est un peu plus one shot, on dirait. Où du coup je propose vraiment un accompagnement qui va durer peut-être une semaine et comme ça évite de se projeter sur 3 mois et aussi ça fait baisser la facture pour les clients qui n'ont pas forcément la trésorerie pour avoir une offre d'accompagnement sur 3 mois. Ouais, c'est vrai qu'on peut aussi jouer sur ce côté anxiogène, enfin pas jouer dessus, mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu anxiogène à cette crise et des gens qui ne veulent pas nécessairement s'engager sur le long terme et qui ont besoin là d'une réponse à une question immédiatement, de quelqu'un de disponible là dans l'après-midi pour lui faire un mini audit. Et ça peut être une offre qui peut être intéressante à développer. Super. Alors je crois qu'il y a une question spécifiquement pour Joanne. Comment profitent tes clients pour la création de sites? Alors, écoute, c'est simple. C'est simple. La création de site, on va dire, hors temps de crise, tu as des milliers de manières de le faire. Que ce soit sur les réseaux sociaux, par téléphone, par email, par LinkedIn. Enfin, tu peux trouver plein de manières. Après, plus spécifiquement là, en temps de crise, ce que je trouvais intéressant, c'est directement d'être dans le local. Tu vois, si par exemple, je suis en train de toucher des clients locaux, je vais essayer de les toucher en justement les sensibilisant justement à ce côté local. Donc, dans ce cas-là, si par exemple, j'essaie de viser des agriculteurs, par exemple, ou je sais pas moi, des fromagers ou autres, eh bien, je vais essayer justement de leur parler justement avec leur propre langage. Tu vois, je vais peut-être essayer de leur téléphoner, je vais peut-être essayer, pas forcément leur envoyer un email ou aller sur les réseaux sociaux. Je vais utiliser les moyens de communication qu'ils utilisent actuellement. Donc, comment prospecter? Eh bien, j'ai une offre. Cette offre, elle est propre à un type de persona, à un type de cible. Et ensuite, je vais discuter avec cette personne-là en fonction de son moyen de communication privilégié. Et est-ce que vous avez aussi j'imagine, des sources un peu plus inbound où les clients viennent à vous, ou est-ce qu'on est encore sur une approche très
prospection et un peu poussif des fois pour trouver des clients. J'imagine que tout le monde en a un moment un peu différent, mais Ouais, moi je fais un peu les deux. Moi je prends de la prospection parce que j'ai l'impression un peu plus de maîtriser mon acquisition client, mais aussi j'ai une routine où c'est pas très compliqué, hein, c'est juste toutes les semaines j'écris un post sur LinkedIn lié à mon sujet. Juste à l'annonce de la crise du confinement, j'étais un petit peu perdu, je savais pas trop comment communiquer, donc pendant 2 semaines j'ai rien communiqué. Et la semaine dernière j'ai fait un post sur LinkedIn justement où j'ai parlé un peu plus de mon ressenti par rapport à cette situation. Ça a commencé par j'ai perdu 2 clients et après je racontais un petit peu ce qui m'était arrivé, je parlais un petit peu de résilience, etc. Et ce post, je ne sais pas par quelle magie, a fait 10 000 vues. Wow. C'est le j'ai perdu 2 clients, je pense. Donc du coup, il y a 3 personnes qui m'ont écrit par rapport à ça et là on est en discussion. Peut-être qu'il n'y aura rien qui sera fait direct, mais je pense que les gens sont un peu plus réceptifs. Je pense que affirmer un peu ses faiblesses entre guillemets et de montrer que tu es un humain aussi comme un autre, je pense que ça peut être pas mal dans ces temps et pas dire ouais c'est la crise, c'est les opportunités, on va faire ça. Un petit peu avouer que on fait face à l'inconnu et donc peut-être que tu vas avoir plus de réactions sur ces sujets et tes prospects vont plus se reconnaître en disant moi aussi je pense un peu comme lui. ouais, c'est vrai que on en revient à ces questions un petit peu de comment discuter aujourd'hui avec des leads, avec la communauté. Et créer du contenu, c'est toujours une très bonne idée. Dans un contexte qui est aussi émotionnel que celui dans lequel on vit, je pense que les gens arrivent à se projeter et c'est toujours ultra intéressant d'avoir ces retours-là. Donc, super pour les 10 000 vues, mais je crois que je faisais partie des 10 000 vues. Alors là, dans le chat, il y a juste une petite peur. Il y a justement, je crois que c'est Antoine, non, c'est Amandine, qui dit en fait, elle a peur que tous les conseils qu'on est en train de donner ne s'appliquent pas à du print. Ça s'applique uniquement à du digital. Alors, je ne sais pas si Jeanne ou Ludovic, vous avez une idée sur la question, par hasard? Alors déjà, nous, moi je travaille que dans le digital. Ouais, sur le print, moi, j'ai pas trop d'avis. Et est-ce qu'elle peut nous dire ce qu'elle Écoute, fait elle est comme déjà métier, graphiste. peut-être Alors dans ce cas-là, je vais répondre en tout cas avec ce que je sais parce que moi en fait je suis DA et je faisais du print avant et effectivement là en fait c'est simple, on a trouvé des clients aujourd'hui, c'est simple. Ouais. Comme Ludovic en fait le disait avant, tu discutes avec un prospect, voilà, ça se signe pas tout de suite. Par contre, potentiellement dans le futur, il a besoin de toi. J'ai un prospect en fait qui en novembre-décembre, je suis rentré en contact avec lui, pas de nouvelles depuis. Au début de la crise, eh bien, c'est simple, ils nous ont contactés, voilà, DA sur du packaging. Voilà, finalement, les magasins sont fermés, c'est le meilleur moment de faire du packaging. Donc, non, en fait, tous les conseils qu'on donne, il suffit juste de réussir à les transposer à sa propre activité, mais ça fonctionne. Donc, en tout cas, du print, effectivement, les institutions, là, par contre, on a pas mal de touches sur les institutions. Là, par contre, effectivement, ça a l'air d'être un peu mort en ce moment. Mais les entreprises privées, là, par contre, il y a toujours moyen de les toucher. Absolument. D'ailleurs, il y a Marie-Laure qui avait une question parce qu'elle travaille dans le secteur de l'hôtellerie et du tourisme. Alors forcément, c'est l'industrie qui est sûrement la plus touchée en France. Comment est-ce qu'on peut du coup aborder les sujets de prospection avec ces entreprises? Est-ce qu'elles ont besoin de communiquer à votre sens? Est-ce qu'elles vont potentiellement avoir besoin de freelance pour la reprise de l'activité? J'imagine que oui. Est-ce que vous arrivez à... Est-ce qu'on pourrait dire là c'est touchy, hein. Ouais, mais je pense que en fait il y a pas mal d'industries qui là à l'instant T sont un peu mises à mal, mais du coup je pense que quand ça va reprendre entre guillemets, c'est justement ces activités qui ont besoin de rattraper le temps perdu et donc peut-être de doubler les efforts. Donc je sais pas en faisant, je sais pas de quelle manière, mais peut-être que ce type d'industrie, même si vous adressez à eux directement à un instant T, peut-être que vous allez pouvoir vendre des choses pour dans 1 ou 2 mois et ils auront besoin d'autant plus de vous pour se relancer et rattraper les pertes d'avant. C'est peut-être une supposition naïve, mais c'est peut-être une piste à aborder. C'est vrai que ça peut être l'occasion d'ouvrir la discussion avec justement tous les conseils qu'on a donnés avant, mais d'au moins contacter et de faire ce travail
de suivi, de conseils pour qu'on vous garde en tête pour la suite. Après, je ne sais pas si tu peux peut-être t'ouvrir à une autre industrie, peut-être un peu similaire, selon, je ne sais pas quel est ton métier, mais il y a peut-être des clients qui sont un peu dans le même secteur, mais peut-être en version digitale. Peut-être des choses que tu peux faire pour adapter ton offre à d'autres clients qui fonctionnent peut-être mieux en ce moment que l'industrie vraiment hôtellerie, loisirs en direct. On parlera d'ailleurs potentiellement dans un prochain épisode de comment adapter votre offre. Ça peut être quelque chose d'intéressant de savoir comment repositionner un petit peu ces offres en ce moment. Pas forcément tout changer, mais il y a peut-être des petits quick wins auxquels on ne pense pas directement qui pourront être intéressants. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Dans le cas où notre activité est en stand-by, comment montrer à ses clients et à notre communauté que nous sommes toujours actifs, de type post sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a d'autres? Ouais, après, ça dépend d'où tu communiques, en tout cas, que tu es toujours actif. Je trouve que ça rejoint un peu les points qu'on a abordés avant. Je dirais, en effet, comme Ludo disait tout à l'heure, prendre le temps de savoir déjà comment en parler, de se sentir à l'aise d'en parler, par exemple sur LinkedIn, si tu as l'habitude de parler sur LinkedIn. Montrer qu'on est un peu tous dans le même bateau et que c'est pas vraiment montrer ses faiblesses, mais montrer que on est tous impactés. Et voilà, après montrer qu'on est toujours actif, ça rejoint un peu aussi, je trouve, ce qu'on disait tout à l'heure, appeler peut-être ses anciens clients, appeler des prospects qu'on avait vus, savoir comment ça se passe au niveau de leur entreprise en ce moment, savoir comment ils gèrent la situation, vraiment en mode discussion pour en savoir plus, sans chercher tout de suite à vendre un truc derrière, quoi. L'humilité. Ne pas hésiter à faire preuve d'humilité. Alors, quels sont les différents types de missions? Alors là, c'est plus une question pour vous en général. Quels sont les types de missions et dans quel financement, one shot ou forfait au mois, ce genre de choses? Et quelles sont vos préférences là-dessus? Est-ce que vous pouvez parler un peu de vous, ce que vous faites comme mission et comment est-ce que vous facturez ça? Ouais, alors je vais démarrer. Moi, je privilégie au forfait tout le temps et pour 3 mois minimum. Donc, c'est ce que je privilégie généralement parce que moi, ça me permet d'avoir une visibilité aussi sur la mission. Ça permet aussi de montrer mes preuves parce que typiquement, la publicité Facebook, il y a une grosse phase de test et peut-être que si on fait sur 2 semaines, j'aurais pas le recul nécessaire pour améliorer mes tests. Donc, moi, c'est vraiment ce que je privilégie et surtout pour avoir en fait cette légèreté un peu, enlever un peu cette charge mentale de dire qu'il faut que je trouve un autre client le mois prochain, sachant que tu as signé pour 3 mois. Je pense que ça sécurise pas mal en termes budgétaires. Ouais, c'est ultra intéressant parce que Ludovic, vu que toi, tu es dans la publicité Facebook, toi, tu peux faire ce genre de choses et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus sécurisant finalement. C'est vraiment d'avoir des prestations où on peut voir sur la durée. C'est vraiment le plus intéressant. Après, c'est vrai que moi, par exemple, vu que je crée des sites internet généralement en one shot, à part si c'est e-commerce où potentiellement on peut imaginer des prestations dans le futur, c'est un peu moins le cas. Même si du coup, on peut aussi penser la chose à l'inverse, c'est de se dire pourquoi pas essayer d'être en relation avec des clients qui font des sites internet où il y aura de la maintenance dans le futur et de la fidélisation. Parce que finalement, ce qui t'intéresse le plus, toi et même, je pense, Jeanne aussi ou moi-même, c'est la fidélisation client. C'est d'avoir un client qui ne va pas rester qu'une seule fois, mais qui on pourra faire des prestations au fur et à mesure du temps. Ouais, clairement.
Et pour rebondir sur ça, mon frère aussi est en freelance et fait des sites web. Et ce qu'il vend, c'est plus création d'un site web et la partie conversion. Donc, en plus de la création, il vend un suivi de l'optimisation de la conversion donc sur plusieurs mois. Donc, par exemple, même si tu te dis que ton offre, elle n'est pas forcément compatible avec le fait d'avoir un forfait ou d'avoir sur plusieurs mois, tu essaies de triturer un petit peu les méninges pour dire comment moi je peux ajouter une brique supplémentaire qui pourrait proposer à un client de payer sur plusieurs mois pour encore avoir mes services. Le pivot de l'entreprise, de l'offre qu'on propose. Justine a une question. Est-ce que vous pensez que proposer des prestations gratuites le temps de la crise peut être une option pour se faire connaître ou une offre plus light? Vrai, il y a un gros débat sur la proposition gratuite. Je ne sais pas si on va être d'accord sur ce point. On laisse répondre en premier. Vas-y, on te laisse répondre. Vas-y, réponds, on analyse. Alors, en fait, des prestations gratuites, je ne suis pas forcément un grand fan, clairement pas. Mais par contre, ça peut être une proposition commerciale. Ça veut dire que finalement, tu as une offre. Cette offre-là, tu peux dire, à cause de ce qui est en train de se passer actuellement, ou peut-être en fonction du budget que ton client peut essayer d'avoir, tu peux effectivement avoir, on va dire, un geste commercial où à l'intérieur d'un devis, tu peux choisir d'offrir des choses. Voilà. Mais ça veut dire que derrière, il y a tout de même une signature d'un devis qui a été fait. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas un élément qui est donné gratuitement comme ça, mais c'est un élément qui est donné gratuitement dans le devis en question. Parce que je ne sais pas ce que vous allez en penser, Ludovic et Jeanne, mais je pars juste du principe qu'en fait, c'est vraiment de l'inbound marketing finalement de créer des cadeaux gratuits et de les offrir, mais on ne sait pas s'il y a suffisamment de retour derrière. Alors que généralement, si on offre un cadeau dans un devis, ça montre justement notre côté finalement humain, on arrive à comprendre la personne en face et ça permet aussi de mieux réussir à convertir ce prospect en client. Et je trouve ça plus sain parce que finalement, l'argent, c'est ça aussi, c'est une question d'argent, c'est que l'entrepreneur en face, on est quand même là justement pour réussir à vivre avec notre activité, mais à un moment donné, il faut quand même être rentable. Et donc, pour être rentable, on ne peut pas justement donner des cadeaux gratuits à tout bout de champ. Donc, rien que donner un pourcentage en plus, c'est déjà un très beau cadeau qu'on peut offrir aux clients, selon moi. Ouais, je pense qu'on est d'accord. Enfin, moi, en tout cas, je suis totalement d'accord avec toi. En tout cas, pour moi, faut pas offrir une prestation complète gratuitement, c'est clair et net. Mais en effet, il peut y avoir des remises sur certaines choses. C'est une sorte de compréhension et d'écoute, quoi. Donc, c'est hyper important pour les clients. Oui, potentiellement pour se faire connaître. Je pense notamment aussi, ouais. tous les freelances qui sont un peu dans l'activité de coach. Ça peut aussi être, par exemple, un appel gratuit de 30 minutes. Faire bien attention parce que votre métier, si c'est de donner des conseils, faut pas donner des conseils gratuitement, mais c'est peut-être un aspect de réassurance, tout simplement, de se dire, voilà, je ne sais pas si je veux m'engager avec cette personne, mais au bout de 30 minutes, vous l'avez convaincu de vos compétences parce que, par exemple, vous avez analysé son site web ou vous avez fait une première vous avez quelques petits points à aborder sur sa stratégie, réseaux sociaux, etc., sans brader vos services en commençant à dérouler, par exemple, un plan, parce que c'est assez simple finalement pour des clients qui peuvent se dire, je vais récupérer ces conseils et puis me débrouiller en interne. Mais ça peut effectivement être une première approche, un premier point qui est, comme beaucoup de personnes le font, par exemple en proposant des ressources gratuites type livre blanc, etc., qui permettent de convaincre la personne de sa valeur, entre guillemets, et de convertir par la suite. Bon. Tu es en train de voir si tu veux trouver une petite question supplémentaire. C'est ça. Je pense que tu as encore le choix. Il y a encore pas mal de questions. Il y a encore plein de questions. Alors, on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions. C'est génial que vous ayez autant d'intérêt. Mais de toute façon, vous pourrez totalement continuer la discussion. On mettra les liens de Jeanne, Ludovic et Joanne par la suite. Si vous voulez les contacter sur les réseaux sociaux, vous n'hésitez pas non plus à échanger avec tous les freelances de la communauté Shine sur Shine Community. Et vous aurez évidemment le replay à la fin. Alors, est-ce que le confinement a impacté les délais de paiement avec vos clients? Alors, chez Shine, on sait que on a fait une petite étude sur nos clients et effectivement, il y en a 1 sur 2 qui était victime de retard
Est-ce que ça a été votre cas également? Ouais, moi, léger retard, mais après, on a été très transparent avec mon client et surtout, j'ai dit que c'était la période justement pour payer à temps parce que moi, j'ai été transparent, j'ai dit que j'avais perdu 2 clients, donc du coup, qu'il fallait aussi jouer le jeu là-dessus. Donc, je pense que c'est important de pas avoir peur en fait quand une personne paye en retard de le dire, même si vous le dites 2, 3 fois, c'est important et même pour au niveau de ton client, il va dire bah ok, cette personne est sérieuse, elle travaille, mais aussi derrière, elle a besoin d'être rémunérée à temps. Même si c'est pas toujours facile et que parfois certains décident de payer à 45 jours, là pour le coup c'est assez compliqué, mais il faut trouver le juste milieu. Je pense qu'il faut faire appel vraiment à l'empathie parce que je pense que la période est difficile pour tout le monde, mais pour les indépendants aussi. D'ailleurs, si vous êtes, si Pierre, tu es client chez Shine, tu as peut-être remarqué que dans ton application désormais, quand tu crées ta facture, Shine peut relancer les clients à ta place. Parce que certains ont pratique, ça. à envoyer ce mail et mettre le retour sur le fait que c'était très anxiogène de réclamer un petit peu son dû au client. Donc maintenant, à 30 plus 1 jour, on envoie automatiquement des relances. Voilà, ça peut être une première solution pour régler ce souci à l'amiable. Alors, on va prendre une dernière question. On reçoit beaucoup de newsletters en ce moment avec le Covid-19. Est-ce que pour vous, c'est le bon moment pour envoyer à sa base un mail à sa base pour montrer qu'on est encore là? De toute façon, je pense qu'on est encore dans le même genre de questions. Hein. Effectivement, on est un peu noyé de newsletters. Est-ce que la newsletter est le meilleur je sais pas. Alors moi, je suis pas un expert en newsletter, mais je pars du principe que c'est le bon moment de dire coucou, je suis là, justement le client notamment, nos clients, en tout cas dans la relation client, si on a déjà un client, c'est de se dire bah tiens, on envoie au moins une newsletter où on contacte le client pour demander de ses nouvelles, voir si ça va bien, même si effectivement on n'a rien à vendre tout de suite, au moins dire si jamais il y a un problème, on est là. Pour des clients en tout cas fidèles. Mais c'est vrai qu'on est noyé dans beaucoup d'infos hein, de manière générale, que ce soit en mail, en réseaux sociaux. Donc, c'est vrai qu'il faut savoir tirer son épingle du jeu. Et je pense qu'avec tous les conseils que vous avez donnés, mais notamment tout ce qui est humilité et une approche plus empathique et moins vente, ça peut toujours être intéressant. Jeanne et Ludovic, il y a une question pour vous. Est-ce que vous adaptez vos formules selon le client, par exemple pour une grosse boîte ou pour un indépendant? Est-ce qu'il y a des prix que vous adaptez selon les capacités financières potentiellement un peu de votre client? Moi, je le fais. En règle générale, je veux travailler avec les grosses boîtes pour justement pour pouvoir en vivre tout simplement. Ça m'arrive d'aider des connaissances, d'aider des amis sur ce genre de problématique parce que ça me fait plaisir et donc j'adapte mes prix en fonction de ce que je veux faire, mais j'adapte aussi mon offre, c'est-à-dire que je ne vais pas proposer la même offre à une boîte qui va me payer 4 fois ce que l'indépendant pourra me payer. Donc, ça peut être peut-être plus du coaching sur les réseaux sociaux versus gérer toute la stratégie et le faire à leur place. Ouais, et surtout sur le même sujet, je pense qu'il faut aussi voir ce qu'on entend par grosse boîte, voir ce qu'on entend par indépendant. Parce que grosse boîte, ça ne veut pas dire forcément boîte du CAC 40 et indépendante, ça ne veut pas dire forcément une personne qui vient de se lancer et qui a rien du tout. Donc moi, je peux travailler. Enfin, j'ai déjà été en contact avec des indépendants qui faisaient un chiffre d'affaires très très important et qui du coup pouvaient se permettre de payer des offres que je proposais à des boîtes qui étaient peut-être un peu plus matures avec des salariés. Donc je pense qu'il y a une échelle à mettre en place et surtout généralement moi je pose en question tout le temps avant de vendre mes offres combien de chiffre d'affaires ils font et quelles est leurs espérances de chiffre d'affaires dans les prochains mois et comme ça me permet aussi d'adapter mon offre en fonction de cette donnée. En fait, l'avantage, c'est qu'en plus de ça, toi, en faisant de la pub Facebook, tu as véritablement ce levier de dire, voilà, grâce à l'acquisition Facebook, vous avez augmenté tant et tant de pourcentage de chiffre d'affaires. Exactement, ouais. Donc, toi, tu as déjà ce levier-là de qu'est-ce que je peux apporter comme valeur et donc de chiffre d'affaires. Mais après, le plus important, en tout cas, selon moi, c'est qu'au minimum, il faut que les prestations qu'on propose
ne soit pas en dessous de notre TJM, donc de notre tarif journalier. Parce que finalement, le tarif journalier, c'est une sorte de ligne de rentabilité de l'entreprise qu'on est obligé de tenir. Et en fait, en fonction justement du temps passé ou de la valeur ajoutée donnée au client, eh bien dans ce cas-là, on va varier les offres. Mais jamais en dessous du TJM. Ouais, du coup, je n'adapte pas forcément par le prix, mais j'adapte par ce que je propose. Donc, au lieu de proposer 10 pubs et 3 landing pages, par exemple, pour un indépendant qui aura moins de budget, je lui proposerai 3 pubs avec une landing page. Donc, j'adapte en fait par ce que je fournis et pas par le prix. Génial. Je pense qu'on va bientôt, on va fermer le live. Il y a encore des questions auxquelles on n'a pas répondu, mais il faut qu'on termine. Estelle vient de partager les ressources que Shine a produites sur la crise pour les indépendants. Donc, vous avez toutes les aides qui sont dispo, les réponses aux FAQ, enfin toute une FAQ qui est vraiment dédiée au Covid-19. Vous avez le lien de Shine Community. Et je vais vous partager, si vous avez aimé les conseils de Joanne, de Jeanne et de Ludovic, voilà, vous aurez tous les petits liens Instagram, YouTube, etc. pour les retrouver, pour avoir potentiellement accès à leurs propres lives qu'ils ne font pas avec Shine et aux formations, etc. On espère que ça vous a plu. Avant de partir, si vous voulez répondre au petit sondage pour les prochains sujets qu'on va évoquer, dites-nous s'il y a des choses aussi. On est ultra preneurs de retour. Si le format vous plaît, si vous auriez aimé avoir un seul intervenant, ou est-ce que 3 c'est bien. Vous allez recevoir de toute façon par email le lien pour regarder le replay avec tous les liens des ressources, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire un retour, on est preneurs, on débute sur ce médium. Voilà. Bon, merci beaucoup en tout cas à vous 3 d'avoir. Merci à toi. J'étais ravie. Merci à Juliette, merci à tout le monde. Merci à tous. C'était cool. Et puis, si certains ont des questions, n'hésitez pas à venir nous les poser. On vous répondra. Vous pouvez nous répondre sur YouTube en commentaire ou nous envoyer des messages sur Instagram. Donc, faites ce que vous voulez. C'est exactement pareil. YouTube, c'est pour les vidéos dans les commentaires et Instagram, c'est justement pour discuter directement en DM et tout ça. Génial. Merci beaucoup tout le monde. Salut. Merci. Salut. Salut à tous. Merci à vous d'être passés.